Bienvenue dans l'émission littéraire de Corrèze Télévision. Nous recevons Armel Faure ce soir pour un livre, Les mots sous le lac, le barrage de Bord-les-Orgues, récits et témoignages d'avant le barrage. Je vous propose de nous suivre et de rejoindre l'auteur de ces textes, Armel Faure. Bonsoir Armel. Bonsoir Patrick. Bienvenue sur Corrèze Télévision et merci d'être avec nous pour parler de ce magnifique ouvrage dont le titre exact est Bord-les-Orgues, les mots sous le lac, récits et témoignages d'avant le barrage. On va tout de suite avoir une pensée pour la photographe Absolument. de cet ouvrage, Adélaïde Maisonnable, qui vous a accompagné tout au long de ce long travail. Exactement. Alors Adélaïde est rentrée complètement dans le sujet alors qu'elle ne connaissait pas la région et elle ne connaissait pas les barrages. Elle a quand même le gros avantage d'avoir une grand-mère avéronaise, ce qui fait qu'elle s'est trouvée tout de suite à l'aise dans ces environnements avec le Cantou, avec la grand-mère, et ça lui a tout de suite plu. Alors, on est sur la Dordogne, comme tout le monde le sait, ou presque. On est pour un des barrages les plus en amont sur le cours de la Dordogne. Et vous avez commencé justement par cet ouvrage. Pourquoi cet ouvrage? Pourquoi ce livre? Alors c'est une longue histoire qui a commencé il y a 30 ans au Burkina Faso, lorsque j'étais jeune ethnologue et que je préparais ma thèse de doctorat au fin fond de la forêt de Nakambé, sur le bord de la Volta, de la rivière Volta. Et une fois que j'ai terminé mes 4 années sur place, comme ça prend un certain temps de devenir ethnologue, j'avais déjà un DEA, enfin bref, je vous passe les détails. On a vu débarquer des gens qui venaient prendre des mesures sur le bord de la belle rivière, dans la forêt, et qui nous ont dit qu'ils allaient construire le plus grand barrage du pays. Ce barrage, c'est une grande digue de 4 km de long qui a englouti 25 000 hectares de forêt. Donc c'était mon premier contact avec les barrages, en fait. C'était un peu direct. Alors ma question se poursuit. Qu'est-ce qui vous a amené en Haute-Corrèze? Voilà, alors en Haute-Corrèze, donc c'est là que ça a commencé, là-bas. Et mes activités professionnelles m'ont fait continuer dans un certain nombre de pays d'Afrique, mais aussi en Chine, à souvent déplacer des populations pour cause de construction de grandes infrastructures. Par exemple des ports, des aéroports, des autoroutes, en Chine c'est les autoroutes, des périmètres irrigués, plusieurs fois des barrages, une dizaine de fois. Et à chaque fois, il fallait déplacer des gens, et je suivais les normes internationales qui sont de très bons standards, il faut le dire, qui permettent de réinstaller les gens dans des bonnes conditions. Et quand j'étais retournée en France, 15 ans après avoir fait ce métier, donc, par hasard, on m'a proposé une étude dans la vallée de la Dordogne, et j'ai découvert, avec un peu de stupeur, que nous aussi, on avait déplacé des gens quand on avait construit nos barrages. Et en plus, j'ai découvert qu'il y avait des villages entiers sous les lacs de barrage, comme Nosnac, si vous connaissez le barrage de l'Aigle. Et j'ai commencé à fouiller les archives, etc. etc. Et puis, je suis allée dans les Alpes et les Pyrénées. Voilà. Et ce barrage-là m'a toujours paru comme exemplaire, en fait. Exemplaire de toutes les problématiques qu'on trouve à l'international, à l'étranger. Et je voulais faire quelque chose avec eux, avec ces personnes-là. Alors le choix que vous avez fait pour rechercher effectivement l'histoire de ce barrage, l'histoire des populations, des modes de vie autour dans cette vallée de la Dordogne avant qu'elle soit ennoyée, oui. C'est un choix de l'amont vers l'aval, du pont d'Arpia en passant par Port-Dieu et en allant donc jusqu'au mur du barrage. C'était un choix volontaire de descendre tout simplement le cours de la rivière. Oui, voilà, c'est un petit peu un choix réflexe bassin versant. On part de l'amont, on part vers l'aval. On a démarré effectivement sur ce livre-là, c'est Bord-les-Orgues, avec tout ce qu'il y avait sous le lac avant le barrage de Bord-les-Orgues. Et puis on a continué avec les archives départementales du Cantal et de la Corrèze. Et pour ma partie, avec le soutien financier d'Électricité de France, vous voyez ici tous ceux qui ont participé. Et on a continué donc le barrage de Marège à Laval, le barrage de l'Aigle, le barrage du Chastan, gros barrage, et le barrage du Sablier d'Argentat. Et on trouve des similitudes tout au long. Donc maintenant, nous avons interviewé 62 personnes qui sont enregistrées, qui sont dans les archives, qui pourront être écoutées. On a un certain nombre de valorisation. Il y a le site web des archives départementales du Cantal sur lequel vous pouvez écouter un certain nombre de ces témoignages. Bon, on a commencé donc de l'amont, mais c'est parce que c'était le plus gros chantier d'Europe à l'époque. Et aussi parce que les gens étaient tellement attachés qu'ils sont restés juste à côté. Donc c'était facile aussi de les retrouver, de discuter avec eux. On a fêté les 60 ans, c'est ça, en 2011, exactement, de la construction de ce barrage.
Donc votre ouvrage commence par là, d'une certaine façon, et vous commencez du côté du petit village de Port-Dieu, dont il ne reste aujourd'hui qu'une chapelle, puisque c'est une chapelle qui était un petit peu située en altitude, donc qui est, on dira, hors d'eau aujourd'hui. Et dans ce village de Port-Dieu, alors c'est plein d'anecdotes, hein, dans tous les villages, dans tous les hameaux que vous avez, sur lesquels vous avez retrouvé des personnages encore vivants, hein, pour la plupart. Mais dans ce village de Port-Dieu, il y a eu d'une certaine forme de violence parce que les habitants qui ont été expropriés, hein, à ce moment-là ont vu leur maison détruite à l'explosif. Oui. Et c'était, j'imagine, pour eux, un événement important au travers des générations ou en les coupant de générations antérieures qui avaient des pâtures, des terres en culture et des maisons. Exactement. Vous faites tout à fait le lien entre toutes ces différentes générations, étant donné que l'objectif des personnes qui étaient sur place, dans cette vallée de Port-Dieu jusqu'à Bord-les-Orgues et jusqu'à Argentat même, c'était de transmettre ce patrimoine à leurs enfants. Ce sont des gens qui travaillaient dur et qui avaient l'intention de pouvoir donner leur maison, c'était ce qu'ils avaient. Donc voir détruire les maisons à l'explosif, c'était très dur. Les voir détruire au bulldozer, c'était aussi très dur. Et de toute façon, l'engloutissement est aussi quelque chose d'assez dramatique, il faut reconnaître. Alors, vous cheminez comme ça vers Laval, on vous l'avait dit tout à l'heure, et puis on passe de hameau en village. Alors, on passe ensuite au hameau, au village de Mialet, un petit peu plus en aval. Et là, je crois qu'il y a une famille qui vous a un petit peu interpellé, une famille dont le nom est bien haut-corrézien, hein, la famille Gatignol. Ah oui, tout à fait. Alors, c'est la famille Pommier, en fait. Et là aussi, c'est toute une histoire qui s'étale sur plusieurs générations, puisque les Corésiens, comme vous le savez, c'était des terres assez pauvres. Donc, les gens étaient obligés d'aller partir une partie de l'année à la recherche d'argent pour pouvoir le ramener et ensuite construire ville, ces maisons et tout ça. en ville. En ville, mais parfois très très loin, en fait. Ce qui était le cas du grand-père, qui était cocher et qui a acheté une première maison. Et puis, le chemin de fer était là. Et la petite gare a commencé à se développer. Et il a commencé à construire un hôtel-restaurant, puisqu'il y a eu en 1936 les congés payés. Donc pas mal de gens en ont profité pour venir pêcher la truite en Corrèze grâce à cette petite gare. Et ils pouvaient passer la journée et la nuit sur place dans cet hôtel-restaurant. Et le frère, il y avait 10 enfants qui sont tous nés dans la petite maison dont vous avez les photos là. On fait aussi venir du vin et on avait un magasin de vin. Donc vous aviez sur cet énorme bâtiment qu'on voit sur ce livre photo, que vous, oui. voilà, que vous montrerez, vous aviez toutes ces générations-là, mais qui avaient l'objectif de vivre tous ensemble, de développer des commerces et de développer tout le coin grâce à la gare en fait. Puisque la gare permettait, comme les 4 petites gares qui ont disparu, permettait d'aller de Béziers jusqu'à Paris en passant par ces gares. Et les gens avaient l'habitude, en passant, donc, de voir le château de Val qui est très souvent qui revient très souvent dans cette petite vallée, mais ils allaient à Paris. C'est ça qui est extraordinaire. Donc ils avaient un sentiment, si vous voulez, d'ouverture énorme sur le monde grâce à ce train. Alors le château de Val, justement, bon, c'est un des lieux les plus emblématiques actuellement, hein, du barrage de bord, à la fois pour son intérêt patrimonial. C'est un château aussi qui a eu l'habitude d'abriter beaucoup d'expositions de peinture, hein, ces dernières années. Continue. Et qui continue d'ailleurs. Même la comtesse d'Arcy, c'est ça, hein, Oui. a été obligée elle-même de déménager, hein, de son château. Et un château qui a été sauvé de la ruine par les collectivités territoriales de l'époque. Parlez-nous un petit peu de ce château de Val au moment justement où l'eau est montée jusqu'à affleurer les premiers remparts du château. Oui. Alors, il faut vous dire que toutes les familles qui vivaient de Port-Dieu à Bord-les-Orgues étaient dans le déni. Les gens ne croyaient pas que ce barrage allait se faire, donc n'étaient pas prêts à partir, en fait. Et pour la famille d'Arcy, c'était la même chose. Mais à un moment, il a fallu se rendre à l'évidence, c'est que les travaux avançaient et qu'il allait falloir partir. Et cette famille, avec la famille Gatignol, dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la famille Pommier, a monté un groupement des expropriés pour essayer de défendre les personnes qui étaient sur place. Monsieur Hainaut était juriste et il a compris qu'il fallait partir assez vite parce que vous aviez eu la loi financière de 1946 qui faisait que
l'argent qui était reçu en compensation était effectivement subissait l'inflation. Et donc, il fallait utiliser le plus rapidement possible cet argent. Tout le monde n'a pas compris. Beaucoup de gens étaient tellement attachés à ces maisons et à ces fermes et à ces terres qu'ils avaient travaillé depuis toutes ces générations qu'ils ne voulaient pas partir. Bon. Et ceux qui sont partis plus tard, évidemment, plus perdus. Là, ce qui s'est produit, c'est qu'ils sont partis assez vite. Et il y a les récits de la famille du jardinier qui est resté sur place, mais pour couper le bois, qui n'avaient plus la maison dans laquelle ils étaient hébergés gratuitement, si vous voulez, qui étaient obligés de partir se réfugier dans la cabane des poules qu'ils avaient construite. Et c'est la seule chose qui leur restait, parce que c'est des personnes qui n'avaient absolument rien, si vous voulez, mais leur travail était là. C'était souvent la situation, c'est que les gens n'avaient pas grand-chose d'autre que leur maison, mais leur travail était là, leurs activités. Donc ils étaient obligés de rester là. Mais à un moment, il a quand même fallu qu'il parte. Donc il n'y avait plus personne. Et évidemment, le château de Val, ce magnifique château médiéval, qui était là en face de la Dordogne et en face du château qui est de Tournemire, qui est en face, enfin, château de... Je voudrais pas... C'est le Pierrefitte, merci. J'ai cherché le nom exactement. Le château de Pierrefitte, ils étaient face à face, de chaque côté de la Dordogne, se trouvait comme les autres châteaux du Moyen-Âge qui ont finalement complètement disparu, dont il ne reste plus que des tas de pierres, c'est-à-dire des carrières. Des carrières où on vient puiser pour construire des maisons. Puisque, évidemment, au moment de l'expropriation, des personnes sont venues aussi de Clermont-Ferrand, par exemple, ont acheté des terres et ont voulu construire. Donc, il a failli arriver au malheureux château de Val, ce qui est arrivé à d'autres châteaux médiévaux. Un pillage en règle et, Dieu merci, cela a été évité par les collectivités territoriales. Et aussi parce que la personne qui était chef de chantier, enfin qui était l'ingénieur en chef, plus exactement, d'EDF, était un amoureux de ce château. Monsieur Bonnet, et avec les collectivités territoriales, ils ont cherché un avenir, un bel avenir, non seulement pour pouvoir le sauver de la ruine, enfin, mais aussi lui donner un avenir. Et ils ont trouvé tous ensemble une solution, qui est cette solution actuelle, qui fait qu'on peut toujours le visiter, qu'il est magnifique. Une solution touristique, essentiellement touristique. Je crois 200 000 personnes par an. 200 000 visiteurs environ par an. Voilà, je ne vais pas dire de bêtises. Alors on s'approche, on quitte le château et puis on s'approche de ce qu'on appelle aujourd'hui le mur de barrage. Mais il y avait encore quelques fermes là, du côté d'Autreval qui ont été englouties et qui là aujourd'hui sont vraiment au plus profond du barrage, dans les parties les plus profondes. Oui. Et vous terminez justement par des photos du chantier du barrage au niveau de ces fermes qui se situaient donc au niveau d'Autreval. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de savoir que le chemin de fer dont vous parliez tout à l'heure a continué de fonctionner pendant la construction et c'était un chantier titanesque. Je pense que les voyageurs qui passaient là, partant de Bord-les-Orgues et traversaient le chantier grâce au chemin de fer ont dû avoir des visions tout à fait surprenantes. Exactement. Il y a le récit qui est fait par Madame Rivière de la traversée à l'intérieur du chantier, puisque c'était un chantier qui marchait jour et nuit. Et la nuit, avec toutes les lumières, de passer à l'intérieur de cet ouvrage extraordinaire, puisque c'était le plus grand d'Europe, je crois, je ne vais pas dire non plus là de bêtises, mais il me semble que c'était le plus grand chantier d'Europe à l'époque. Elle fait ce récit-là, entre autres. Il faut dire que ça a été quand même extraordinaire de garder le train jusqu'au bout, puisqu'il a fallu à chaque fois déplacer les rails et donc les mettre dans des situations de plus en plus dangereuses. Il n'y a pas eu d'accident du tout. Et passer aussi des grosses locomotives à vapeur qu'ils avaient encore à l'époque à une petite Micheline, qui est celle qu'on voit souvent dans les photos dans les mairies. Quand vous allez dans les villages du plateau bourtois, vous trouvez cette Micheline qui passe à travers le chantier du barrage. C'est très impressionnant. Cette collecte de témoignages, cette collecte de photos, ce travail d'archives, c'est quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps au final pour rassembler, à la fois collecter cette immense richesse du patrimoine, de ce patrimoine vernaculaire qui nous accompagne encore aujourd'hui? Effectivement, c'est une opération de sauvetage et c'est pour ça que j'ai été aussi bien soutenue par tous les partenaires sur place. Parce que c'était les personnes qui ont témoigné ici et dont nous avons donc enregistré les voix, ces voix sont disponibles, sont les dernières personnes qui ont connu la Dordogne avant les grands barrages. C'était vraiment une opération de sauvetage ethnographique, si on peut dire. Alors Armelle Faure, pour terminer, vous nous parliez des autres barrages tout à l'heure et je crois savoir que vous avez encore
une immense quantité de sources à exploiter. Oui. Pour les barrages qui se situent en aval, l'Aigle, le Marège, le Chastan, le Sablier, il y a encore 4 autres gros barrages, peut-être moins importants que celui de bord, mais qui méritent aussi une exploitation des sources. Est-ce à dire qu'on peut s'attendre à de nouveaux ouvrages sur ces barrages et aussi sur leur construction? Oui, tout à fait. Et même ce serait quelque chose qu'il faut faire, étant donné que là aussi, nous avons interviewé des personnes qui peuvent avoir jusqu'à 93 ou 95 ans et qui ont connu, encore une fois, la vie avant les barrages. Donc, nous les avons enregistrés avec les archives et effectivement, nous souhaitons par la suite pouvoir en faire au minimum un livre avec l'aspect historique, puisque ce livre est en fait associé à un premier livre qui a été fait par Alexandre Pau, qui est sur le barrage de Bord-les-Orgues, mais d'un point de vue purement centré sur le barrage, si vous voulez. Mais comme c'est un grand historien, évidemment, un jeune homme, mais un grand historien, il est allé lui aussi vers les gens. Donc son livre ne s'est pas limité au chantier. Il a été fait donc pour les 60 ans. Alors, la consécration, un peu, pour quand on est aussi auteur comme vous et pour photographe comme Adélaïde aussi, Maisonnable, c'est d'avoir un grand magazine régional, d'ampleur aussi nationale, comme le magazine Massif Central, qui est un trimestriel et qui, en ce mois d'avril 2013, pardon, 2013. vous consacre une dizaine de pages à votre ouvrage. J'imagine que vous, Adélaïde, vous ne pouviez pas rêver mieux comme aussi promotion, certes, mais aussi transmission de l'information au travers de ce magazine. On le trouve magnifique. Et j'ai déjà reçu des coups de fil des témoins qui l'ont vu à la Maison de la Presse de Bord-les-Orgues et qui m'ont dit qu'il était extraordinaire. Bon, en tous les cas, c'est un hommage à votre travail, à cet immense travail. On peut le dire, hein, vous êtes ethnologique hein, à la base, historique aussi. Oui. Merci beaucoup Armel Faure. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage, Bord-les-Orgues, les mots sous le lac, récit donc d'avant le barrage, aux éditions Privat, les textes donc d'Armel Faure et les photos d'Adélaïde Maisonnable. Merci Armel. Merci beaucoup Patrick.